Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Faustine Viailly, qui est psychologue clinicienne spécialisée en gérontologie et ensemble on va parler de sexualité dans les établissements, en particulier dans les EHPAD et des formations que tu organises du coup pour former les équipes. Avant de parler de tout ça, ce que je te propose, c'est de te présenter et de nous expliquer ton parcours. En gros, comment tu en arrives à travailler dans les EHPAD, pour les EHPAD, et puis à proposer cette formation. D'accord. Alors, moi, j'ai passé un diplôme donc spécialisé en gérontologie il y a déjà 20 ans de ça, à l'époque où la géronto, c'était pas forcément les domaines que privilégiaient les psychologues. Euh, donc voilà, je suis allée même jusqu'à Nice pour pouvoir aller faire ce diplôme-là. Et donc, du coup, il n'y avait pas beaucoup de psychologues qui travaillaient en géronto et en EHPAD à l'époque. Les psychologues n'étaient même pas obligatoires en EHPAD. Et donc, j'ai trouvé tout de suite du travail sur ces lieux-là. Et il y avait beaucoup à faire. Donc voilà, donc moi j'ai vraiment vu aussi les EHPAD évoluer sur ces 20 ans de pratique au sein de ces institutions. Donc je travaillais surtout en EHPAD, mais aussi en gériatrie, dans les accueils de jour, vraiment tous les lieux où on accueillait justement ces personnes âgées et ces seniors. Et puis, donc j'ai passé aussi un diplôme universitaire, un DU éthique et maladie d'Alzheimer, D'accord. qui, qui a débouché sur la coécriture d'un livre, en fait, qui s'appelle Bien vivre auprès d'un proche atteint de la maladie d'Alzheimer, et qui était vraiment destiné pour les familles. Mais dont les soignants se sont beaucoup emparés parce il est vraiment très concret et pratique. On parle vraiment de plein de situations du quotidien auxquelles on peut être confronté et voilà, et on y répond. Je dis on, donc, puisqu'il a été coécrit avec une psychiatre, Corinne Amar, et Benoît Michel, qui est neuropsychologue. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le Je parcours. voudrais te poser une question. Quand Ouais, tu dis, t'es arrivé dans les établissements il y a 20 ans, à un moment où il n'y avait pas de psychologue, on n'en parlait pas et tout ça, oui. qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu as vu changer? Alors, je pense que vraiment tout ce que j'appelle le pôle psychosocial dans les institutions est vraiment devenu important. Avant, c'était très médicalisé. On réfléchissait pas trop finalement comment on allait préserver l'intégrité psychique des résidents qui vivaient dans ces établissements et Je comment ça comprends. allait être des lieux de vie. Voilà, on oubliait, c'était médico-social, mais on oubliait un petit peu le social qui arrivait derrière. Et après, on a pris toute la mesure, en fait, quand même de l'importance de ce pilier-là dans les institutions. Et le psychologue est devenu obligatoire. Il y a des évidences qui sont arrivées sur le fait que il fallait qu'il se passe des choses dans ces institutions, euh, qu'il fallait qu'on y fasse entrer des choses, de la culture, des professionnels, alors que ça, c'était bien moins prégnant avant. Et puis, que le médical, c'était important, mais que, il y avait d'autres choses qui pouvaient se mettre en jeu aussi dans ces lieux-là et que être bien soigné, c'était pas juste bien prendre des médicaments ou avoir un bon suivi. Le nursing, c'est ça, hein, Voilà, c'est comment on va exactement. plus loin. Ok. Sur la notion lieu de vie et tout ça. Et ben ça. Et tu as parlé un peu d'éthique, parce que là, Oui. c'est un sujet qui a pris énormément aussi de place ces derniers mois, et c'est une bonne chose. Et je pense que quand on parle éthique, quand on parle lieu de vie, un des sujets qui va venir très très vite, c'est la question de la sexualité, notamment en Alors, EHPAD en tout cas, hein. oui, parce que ça renvoie à des problématiques qui sont pas forcément faciles à traiter en termes décisionnels. Et c'est là aussi que l'éthique va rentrer en jeu. Et c'est voilà, aussi l'intérêt de toutes les formations qu'on peut amener sur ce sujet-là dans les institutions.
C'est pas forcément, donner des façons de faire, mais des façons de réfléchir et des façons de réfléchir en s'appuyant, sur tout ce que peut nous apporter l'éthique, en fait. Heu, Euh, Toi, à quel moment tu t'es dit, la sexualité, c'est un sujet sur lequel il faut travailler? alors, finalement, c'est pas tellement, nous qui avons pensé, c'est les Mmh. institutions qui ont fait cette demande. Et c'était, d'autant plus, pertinent. En fait, ce besoin, en tout cas, d'aller faire ces formations, il a été formulé d'abord par, une institution qui était, une institution partenaire, pour OPIX6, et qui s'était retrouvée, face à une situation, qui aurait pu ne pas être complexe finalement et qui par manque de formation, on s'est retrouvé avec, des décisions et des actions un petit peu en cascade qui n'étaient pas les bonnes et qui a entraîné un petit peu des dommages collatéraux, et pour les résidents et pour les équipes et pour l'institution. Et donc cette institution a dit: «Il faut absolument qu'on parle de ce sujet-là et qu'on forme les équipes». Et voilà, OPIX a répondu, à cette demande-là. Et dans cette institution, on a vraiment commencé un travail où on a formé, tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne s'est Ouais. pas contenté de former, les aides-soignantes et les infirmières, parce que cette question-là, elle ne concerne pas que les aides-soignantes et les infirmières, mais elle concerne, l'ASH, le directeur d'établissement, l'IDEC, le cuisinier, et on a formé l'intégralité de cette formation et ça a ouvert la porte, à d'autres institutions qui se sont dit: «Mais oui, nous aussi, on est confrontés, à ces situations-là et on a besoin de pouvoir y répondre». D'accord, donc c'est une demande, OK, plutôt du terrain par rapport à des problématiques. Là, du coup, tu cites un exemple, un établissement. Est-ce que tu Mmh. peux me développer un petit peu ce que c'était leurs problématiques et en gros, partager plus ou moins les erreurs qu'ils ont fait, mais que certainement qu'on Oui, aurait tous fait? tout en restant, voilà, un peu suffisamment dans la confidentialité quand même. On va citer personne. Voilà, mais c'était une situation en fait où 2 résidents ont été retrouvés dans un moment, intime, heu Mmh. et l'aide-soignante qui s'est retrouvée face à cette situation, n'a pas su est-ce que, c'était de l'ordre de la vie privée? Est-ce que c'était quelque chose qu'il fallait signaler? Comment savoir si les 2 personnes étaient consentantes? Donc ça a été une grosse problématique. Est-ce que je signale parce que, finalement, est-ce que c'est une agression? Est-ce que ce n'est pas une agression? Donc c'est aller Oui, très est-ce que loin. c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'ils ont le droit? Enfin, ça pose énormément de questions. Voilà. Est-ce qu'on doit alerter les familles? Ouais, Ça, c'est une grosse problématique aussi. C'est comment les familles, qui sont nos ouais, partenaires, comment on continue à faire en sorte qu'ils soient nos partenaires sur ces sujets-là, tout en préservant, l'intimité et la vie privée qui est un droit fondamental des résidents en EHPAD. Donc les soignants qui ont été confrontés à cette situation, ne savaient pas comment faire et ne savaient pas faire au mieux, finalement. Parce que des fois, il y a pas de solution parfaite, mais c'est, comment, l'équipe va réfléchir à cette situation et y répondre au mieux, en fait. Donc voilà, donc en fait, ces formations autour de la sexualité, elles commencent sur, ce droit fondamental à la vie privée. Donc on ouais, qui est commence par important. ça avec les équipes et ce droit fondamental à la vie privée, avant, j'allais dire, d'arriver à ces questions autour de la sexualité, c'est comment aussi on aborde, le lieu de vie de la personne âgée, la chambre, qui est son espace privé, en fait. Mmh. Et ça, par exemple, je pense à, je disais que ça concerne tout le monde, l'ASH, donc la personne qui vient faire le ménage, par exemple, dans la chambre, ça pose question: «Comment je rentre dans ce lieu-là qui est privé?» Est-ce que le résident est d'accord pour que je rentre dans ce lieu-là? Est-ce qu'il est d'accord pour que, je touche à ses affaires? Et donc ça part sur des choses très concrètes, vraiment du quotidien sur, les actions au sein des maisons de retraite. Donc voilà, vraiment cette vie privée, elle est vraiment le point de départ et de rappeler les fondamentaux, sur ce respect-là, sur moi j'aime dire la culture de la confidentialité. Des fois, on a l'impression que toutes les informations autour du résident, elles appartiennent un petit peu aux équipes parce qu'on en a besoin pour travailler et comment, on apprend à ne pas forcément toutes les partager, parce qu'elles concernent la vie privée du résident.
Ça, c'est super compliqué parce que c'est ultra paradoxal. À chaque fois, enfin, on est vraiment dans une logique où on va dire il faut tout écrire, tout noter, tout centraliser dans un logiciel de soins. Et là, du coup, on Exactement. va dire oui, mais non. Oui, En mais fait, non. pas tout et des trucs et comment on décide et comment on fait. Donc, après, c'est passionnant parce que c'est vraiment la discussion en équipe sur il n'y a pas de bonne solution, mais on va essayer de réfléchir ensemble et de chercher la meilleure option, quoi, avec du dialogue. C'est exactement ça. Donc vraiment, la formation, elle a été construite d'ailleurs par Océane Tambers, qui est psychologue du travail, et vraiment, elle a fait un travail remarquable sur la pédagogie de cette formation, puisqu'on travaille vraiment sur tout de suite libérer la parole et qu'on puisse parler sans tabou, c'était ce que tu disais, de ces Mm. questions-là et de ce qui pose problème et de tous les questionnements, même les plus simples que pourraient avoir les équipes. Donc, il y a une vraie liberté de parole et la formation est vraiment travaillée sur, bah, on se parle et après, on apporte des éléments théoriques et on apprend à débattre et à poser une réflexion éthique autour de la problématique. Voilà. Ok. Vas-y, Ouais. vas-y, vas-y. Oui, oui. Donc, voilà, T'ai je coupé. parlais vraiment de la vie privée qui est le point de départ de cette formation. Ensuite, on travaille beaucoup autour des questions de consentement. Bah oui, Euh, qui est voilà. là aussi un sujet ultra compliqué. À partir du moment où on a un peu de troubles cognitifs, un début d'Alzheimer, en gros, on est coincé. Alors, justement, on travaille à ne plus être coincé sur ces questions-là et vraiment à se reposer sur ce que savent faire les soignants parce qu'ils savent très bien observer, ils connaissent très bien leur institution et ils connaissent assez bien quand même les personnes dont ils s'occupent. Mm. Donc, on part vraiment de leur connaissance. Moi, je me positionne pas du tout en experte. Voilà, je vais vous expliquer comment faire. C'est vraiment eux les experts de leur institution et on part de leur expertise autour de ces questions de consentement. Et donc, c'est comment on observe et comment finalement tout ce qu'ils peuvent voir au quotidien, on va s'en servir pour pouvoir aller, on va dire, évaluer au mieux ce consentement, qui peut être verbal, mais qui peut être non verbal. Puisque c'est ça aussi la problématique dans les institutions, c'est tous les résidents qui pourraient avoir des difficultés à s'exprimer ou qui pourraient avoir des difficultés de cohérence. Et donc, comment, voilà, avec ces problématiques-là, malgré tout, on va aller chercher ce consentement et aller trouver les bonnes informations pour l'évaluer au mieux. Et avec quelque chose aussi qui me semble très très important, qui est que c'est pas parce qu'on a une maladie d'Alzheimer ou qu'on a des troubles neuroévolutifs qu'on ne peut pas choisir un partenaire et qu'on ne peut pas formuler son consentement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important qui est aussi très rassurant pour eux de se dire, mais c'est pas parce qu'on est Alzheimer ou qu'on est mis sous tutelle qu'on ne peut pas choisir son partenaire de vie. Voilà. Oui, carrément, carrément. Mais ça rejoint la problématique habituelle. À tous les coups, on tombe dedans, tu vois, c'est liberté, sécurité. Ouais. Et la question du consentement, c'est ça. C'est OK, ils font ce qu'ils veulent, ils sont adultes, voilà. Mais en même temps, on va se dire, ouais, mais s'il y a un problème et tout ça, ça le fait pas. Oui, donc c'est exactement pour ça que c'est un sujet éthique, c'est comment on va préserver l'autonomie Mm. du résident. Et quand je parle d'autonomie, là, pour le coup, c'est l'autonomie décisionnelle. On en parle beaucoup de l'autonomie que j'appelle exécutive, comment leur laisser continuer à faire des choses. Et des fois, on a un petit peu tendance à oublier cette autonomie décisionnelle. Donc, comment on leur laisse Mm. faire des choix pour leur vie. Et effectivement, cette autonomie décisionnelle, il faut la préserver. Et en même temps, on est là aussi pour protéger les résidents. Et ça, pour le coup, on va l'aborder dans la troisième partie de la formation, où on va réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'une agression, comment on va la signaler et comment on va protéger des résidents qui seraient vulnérables, euh, voilà, et qui, pour le coup, ne donneraient pas le consentement ou ne seraient pas pleinement en capacité et où on aurait un doute, et comment on va travailler autour de ce doute-là et de s'assurer que le résident est bien préservé parce que, hélas, les abus existent aussi au sein des institutions. Bah oui, en tout cas, le risque, il est très présent et surtout par rapport à des personnes fragiles qui ont des troubles Mm, cognitifs. Euh, mm, et presque, alors si on parle victime-agresseur, mais en plus des deux côtés. Donc ça mm. complexifie les choses.
d'une manière assez terrible. Est-ce que, alors sans, on va dire sans spoiler, mais est-ce que tu Ouais. peux nous en dire plus sur comment on gère ce doute? Parce que c'est ça qui est terrible, c'est le doute, c'est de se dire: «Bon, en fait là, c'est presque pile ou face». C'est ça, il y a l'air d'avoir du consentement, mais en même temps, pas à 100. Et Ouais. du coup, comment on arrive à se contenter d'un pas 100 de pas être sûr à 100? Alors, déjà, moi, je réhabilite beaucoup la question du doute. Pour moi, c'est un outil professionnel. Le jour où le professionnel ne doute pas, qu'il est rempli de Ça, c'est certitude vrai. Oui, c'est pas et bon. que tout le monde sait ce qu'il faut faire pour tout le monde et tout le monde rentre dans des cases et on n'a plus de doute et on ne débat plus dans une équipe, c'est là où on n'est plus dans l'éthique et où ça me pose problème. Donc, tout de suite, quand on a dans l'équipe des personnes qui disent le doute, qui parlent de doute et elles vont rapporter des situations concrètes, elles vont commencer à débattre là-dessus, pour moi, on a déjà fait la moitié du chemin. Voilà, moi je dis le doute est un outil professionnel qui est très important. Donc je le réhabilite. Et je réhabilite aussi le fait d'être en conflit, j'allais dire, et d'avoir des avis et des informations différentes, parce que c'est ça aussi le travail éthique d'une équipe. Et à l'intérieur de ce conflit éthique, qui peut être inconfortable, et ben, moi, je travaille aussi beaucoup sur, attention, la décision, c'est une décision d'équipe. Elle est portée, la responsabilité, elle est partagée. Et c'est ça qui fait que la décision, elle va être la meilleure possible. Et aussi qu'une décision, eh ben, elle se réévalue. Il y a un moment, on va se dire, bon, là, on en est là. Voilà les informations qu'on a. Voilà ce que la psychologue a raconté. Voilà ce que l'ASH a raconté. Voilà l'information qu'on a récupérée auprès de la famille. Et avec tous ces faisceaux d'indices, voilà ce que l'on pense qu'il serait mieux de faire. Et après, peut-être que dans une semaine, on a des nouveaux éléments qui viennent d'apparaître et on va les réintégrer à la réflexion. Voilà. Donc, voilà un petit peu la démarche qui va être menée, tout en sachant qu'il y a quand même des limites. Parce que quand il y a une agression, il y a une agression. La question, elle se pose plus du tout. On n'est plus sur une réflexion, j'allais dire, purement éthique. Il y a des choses à mettre en place immédiatement pour préserver le résident. Ouais. Ouais, bien sûr. Ce que je me disais là, dans ce que tu dis, c'est le côté super intéressant à la fois de ces situations de réflexion et tout ça. Et je me dis, c'est super de pouvoir remettre, on va dire, cette possibilité de réfléchir, d'interagir et de décider aux équipes pour en gros, on parle tout le temps du sens au travail et tout ça, mais je veux dire quand dans sa journée, on s'est penché sur une question comme ça, je veux dire c'est super intéressant parce que on est vraiment dans l'accompagnement de la personne, dans la recherche de ses droits, de sa liberté, de son bien-être, vraiment de son accompagnement dans sa vie. Et je pense que c'est un peu souvent la dernière question que je pose, mais c'est quel impact ça peut avoir sur à la fois l'équipe et les résidents? J'imagine que là-dessus, tu dois avoir des choses extraordinaires dans l'implication des équipes, ce que ça permet. Oui, alors ça permet de réinsuffler d'abord un dynamisme d'équipe, parce que des fois, il n'y a Ouais, rien de pire en fait qu'un soignant qui se sent seul face à ces situations-là. Et des fois, hélas, le système fait que même si on a l'impression qu'on est toute une équipe, ben non, on a ses missions, sa fiche de tâches, et l'équipe est pas remis au centre finalement de la vie des EHPAD. Donc déjà, il y a moins de solitude et il y a vraiment quelque chose que je rencontre beaucoup dans ces équipes, c'est la souffrance éthique. C'est-à-dire qu'on a des soignants qui sont venus parce qu'ils avaient des valeurs et qui voulait justement parler de l'autonomie. Il voulait favoriser cette autonomie. Il voulait qu'il y ait du bien-être auprès du résident. Il voulait être dans le partage d'expériences avec leurs collègues. Et puis finalement, ils se retrouvent démunis, des fois en dehors des valeurs qui leur semblent importantes. Des fois, ils perdent du sens de leur action parce qu'ils sont plus dans ces valeurs-là. Et en fait, remettre cette réflexion et leur dire, mais en fait, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que ces valeurs, vous pouvez pleinement les défendre à travers ces questions du respect des droits fondamentaux des résidents. Et vous pouvez bien décider
en respectant ces droits-là, et ben, bien évidemment qu'on apporte du bien-être au travail et qu'on remet du sens pour ces équipes-là dans leur travail et dans ce qu'ils font. Ouais. Ouais. Non, c'est vraiment cool. Pas simple, mais super intéressant. Une question forcément sur les questions sexualité. Mm. Comment on gère les familles? Alors, bah, c'est pareil, c'est une grande question parce que là aussi, c'est vraiment très délicat parce que moi, j'insiste beaucoup sur le partenariat avec les familles. Il faut qu'on arrête de s'opposer à eux, il faut qu'ils arrêtent de s'opposer aux équipes. On est dans le même bateau et on a quand même le même objectif qui est que le résident, bah, il ait une vie agréable bah, dans les institutions. Donc, il faut qu'ils soient nos partenaires et en même temps, je rappelle que la priorité, ça reste quand même le résident. Et que On est des fois, d'accord? défendre le droit du résident, ça va peut-être nous faire rentrer en conflit avec une famille. Donc, par exemple, bah, je sais que ce résident, euh, eh ben, il est marié, que son épouse, elle est encore à domicile et que, eh Ouais. ben, Donc là, en il plus, c'est le entretient. contexte encore plus galère, quoi. Oui, oh, bah, ça, c'est vraiment une situation, j'en parle parce que elle est Mais très, classique. très courante. Voilà. Et bah, cette épouse qui est en institution, eh ben, elle décide de se rapprocher d'un ou de plusieurs partenaires, parce que ça aussi, c'est une réalité. Et bah, qu'est-ce qu'on fait? C'est sa vie privée, après tout. Si notre voisin il fréquentait d'autres personnes, bah, ça ne nous préoccuperait pas, ça serait sa vie privée. Mais là, ce résident qui vit dans l'institution, bah, cette vie privée, eh ben, elle va nous poser question. Et bah, doit-on informer son mari, qui vit encore à domicile, que cette personne a une autre relation au sein de l'institution? Et donc ça, cette question-là, c'est aussi une question éthique. Donc, on va préserver la confidentialité et la vie privée du résident, mais cette famille, on n'a quand même pas non plus envie qu'elle soit en souffrance. Donc, est-ce qu'on va l'informer ou pas? Et ça, cette question, bah, il n'y a pas de réponse parfaite. Il va falloir y réfléchir en équipe, avec la connaissance de l'histoire qu'on a avec cette famille, de comment on va faire, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas. Voilà. Qui est super compliqué parce à la fois, il y a 2 choses. Il y a le côté, des valeurs de l'équipe, où là, on est quand même sur un terrain un peu glissant parce que pour peu que, certaines personnes soient très à l'aise et d'autres pas du tout à l'aise, ça peut faire un petit clivage, voire un grand clivage Mm. et ouais et après enfin ouais, aller expliquer ça, enfin par rapport au schéma de valeurs qu'on a, ouais, c'est super compliqué. Ouais, c'est pour ça que l'éthique, elle arrive là, parce qu'on va aller réfléchir à la valeur de l'institution. Ça, je dis, moi, je pars de l'expertise des équipes, parce que finalement, la même équipe ne prendrait peut-être pas la même décision. Enfin, la même équipe, une Oui équipe et oui, différente, oui, pardon, ne prendrait c'est peut-être pas la certain. même décision face à cette situation. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que la responsabilité, à un moment, elle est partagée. Peut-être qu'on n'est pas d'accord avec la décision qui vient d'être posée par l'équipe, Mais il va mais elle falloir à la devient, fin accepter le consensus, quoi. exactement, elle devient finalement la réponse qui est posée et donc elle devient aussi la mienne, même si moi j'aurais peut-être défendu autre chose. À un moment donné, à un instant T, c'est celle-là qu'on a décidé parce qu'on a estimé que c'était la meilleure possible, avec bien Mmh. évidemment des éléments théoriques. Hein. Je dis, c'est pas non plus complètement lié à des opinions personnelles. C'est aussi lié à toute la théorie. Ben voilà, on parle du droit, on parle de l'éthique, on parle du soin. Ça va partir au-dessous de toutes les connaissances que peuvent avoir l'équipe en tant que soignant. Mais c'est Hein. difficile de sortir des représentations personnelles. En tout cas, ça demande vraiment des habitudes de réflexion autour de questions éthiques, en fait, hein, et c'est pour ça que vraiment l'éthique, ça prend de la place et c'est super important pour, ouais, avoir l'habitude de réfléchir un petit peu d'une manière plus large, hem, Mm. mais là, c'est C'est chaud, quoi. vraiment ce qu'on essaye de développer au sein de la formation. C'est vraiment cet outil-là parce que, j'allais dire, le formateur, il ne sera pas tout le temps là pour donner l'information. Il faut donner de l'autonomie à ses équipes pour pouvoir décider face à ces situations-là. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait. Et vraiment, on va travailler aussi sans tabou sur bah, justement ces représentations. Très vite,
on va se parler sincèrement. Et il y a, je me souviens comme ça d'une aide-soignante qui me disait, mais moi, ça me dégoûte en fait d'imaginer Ouais. des personnes âgées, ça représente aussi bah, des figures parentales, ça représente bah, nos grands-parents. Et très vite, il y a aussi des émotions comme ça qui peuvent être exprimées. Et c'est important qu'elles puissent être dites, en fait. Et donc ça, vraiment, au sein de la formation, très vite, on va pouvoir se parler sincèrement de ces représentations, qui sont aussi des représentations de la société, hein, pas forcément que... Ouais, ouais, c'est. Et Oui, bien comment sûr. on va articuler et ben voilà, des valeurs qui pourraient être personnelles à bah, qu'est-ce que c'est qu'une posture professionnelle et comment, par contre, Mhm. lui, le professionnel, il va réagir face à ça. Ouais. Oui, clairement. Après, oui, c'est une question de professionnalisme, mais dans le sens posture professionnelle, j'ai telle situation, je mets pas trop d'émotions, mais au contraire, on va plutôt essayer d'en discuter et puis trouver, voilà, analyser d'une manière plutôt sereine et objective la situation pour pas en faire un drame, pas minimiser et puis trouver des solutions. Oui. Et alors, la dernière chose par rapport à la formation, c'est qu'on la finalise avec le début d'une rédaction d'une charte éthique qui va appartenir à l'institution. Donc, on commence à D'accord, travailler avec les équipes là-dessus sur vers quoi veut tendre l'institution autour de ces questions-là, avec bah, des débuts de phrases très simples. Nous nous engageons à, ou nous souhaitons ici, dans ce lieu, dans cette institution, pouvoir réaliser ça pour les gens qu'on accueille, pouvoir travailler en partenariat avec les familles sur ces questions-là. Donc, on commence à écrire un document qui va leur appartenir et qui va pouvoir servir bah, aux futurs professionnels qui vont rentrer dans l'institution, aux futures familles qui vont, qui vont venir aussi dans l'institution, aux futurs résidents qui vont arriver dans l'institution aussi. Bah voilà, qu'est-ce qu'on va oui, faire comment on pour en parle tout de toi? suite ok. Et on travaille sur ce document-là avec eux. Voilà, on initie aussi quelque chose qu'après il leur appartient de finaliser. Cool. J'ai une question qui me vient comme ça. Est-ce que tu vois des différences par rapport aux générations de soignants? Est-ce que les jeunes, les moyens jeunes, les anciens et tout ça, les expérimentés, est-ce que tu sens une posture du coup différente ou alors c'est vraiment lié à chacun et à son vécu et à ses... Oui, je ne crois pas qu'il y ait vraiment des choses générationnelles. Par exemple, on pourrait imaginer des jeunes qui seraient beaucoup plus ouverts sur ces questions-là, et puis peut-être des générations un peu plus âgées qui le seraient moins. Alors en fait, pas du tout. C'est très variable. Et puis des D'accord, fois, on a des soignants bah, qui approchent de la retraite, qui sont dans les formations et qui disent, mais moi, à 80 ans, j'espère bien que j'aurai une sexualité épanouie ou que si un jour je vais en institution, bien évidemment, j'espère qu'on me laissera choisir qui je ouais, veux ok. fréquenter, comment. Donc non, non, c'est très, très large et personnel, ouais. Alors, pour conclure, peut-être s'il y a des établissements qui sont, alors concernés, c'est certain, mais intéressés pour creuser un petit peu ce sujet avec toi, avec vous. Donc, il faut contacter Opixis et comment ça marche en fait? Est-ce que au niveau dispo, au niveau, voilà, comment vous intervenez à travers la Alors, France? au Pixis, c'est une centaine de psychologues sur le territoire. Donc, des psychologues qui se sont aussi engagés dans cette formation, qu'on a formés à animer cette formation. Donc, au Pixis, voilà, on va dire, dispose de plein de professionnels qui sont prêts à se déplacer voilà, dans les institutions pour animer ces formations et on s'adapte aussi beaucoup à la demande de l'institution. Est-ce qu'il faut 2 journées, 4 journées voilà, on le travaille avec eux. Ouais, d'accord. Au Et besoin. du coup, vous êtes présent en gros France entière, comme pour les analyses de pratiques professionnelles. Exactement. Euh, c'est sur toute la France. Ok, Donc, il suffit super. de contacter au Pixis et de faire la demande et voilà.
Ça marche. Bah, ce sera la deuxième fois puisqu'on avait fait un épisode sur les pratiques professionnelles avec Robin au mois de septembre. Donc c'est très bien. Et c'est vrai qu'après, on avait un peu rediscuté aussi de ce sujet-là. Et je pense que je le sens, enfin, il y a la question éthique qui est super importante et la question de la sexualité qui revient à chaque fois, qui en plus est un critère de l'évaluation, nouvelle évaluation HAS. Donc, et puis je trouve que c'est juste super intéressant intellectuellement, mais même au niveau de l'équipe en fait et du management, de regrouper tout le monde et de se poser sur ces questions-là avec peut-être aussi quelqu'un d'extérieur qui va pouvoir canaliser un petit peu, modérer, orienter un petit peu les débats. Et ça, je pense que c'est super important parce que on parle aussi QVT, tout ça, et je pense que c'est ça qui manque, ces fameux espaces d'échange pour pouvoir pour pouvoir discuter des questions rencontrées au quotidien. Eh ben, merci beaucoup Eh ben, pour toutes merci à toi. ces infos. Et puis ouais, sujet passionnant. Alors, c'est vrai qu'on a quand même des réponses, mais c'est toujours le cas avec les questions éthiques. En fait, ça amène le débat et la réflexion, et après, c'est à chacun de statuer. Voilà, c'est ça. En tout cas, d'apprendre à décider ensemble. Super. Eh ben, merci. Et puis, ben, peut-être à bientôt. Oui, merci, au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.